Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais partager avec vous les ressources que j'ai pour travailler sur les runes et puis je vous expliquerai comment est-ce que moi je travaille, comment est-ce que j'avance, euh, par quel chemin je suis passée pour approcher ce monde des runes. Alors, tout d'abord, vous savez que moi, j'ai toujours deux façons de voir les choses, c'est-à-dire je vais toujours approcher les choses d'une façon historique. Je vais me renseigner au niveau historique, que ce soit pour le tarot, que ce soit pour les OWAM ou là pour les runes. Donc, qu'est-ce qu'on sait au niveau historique? Et très souvent, lorsqu'on fait des études historiques, on sort complètement de la partie, on va dire, fantasmée, comme on a pu fantasmer sur le tarot. Et puis aussi, souvent, on s'aperçoit que ces outils, au départ, n'étaient pas utilisés pour faire de la divination. C'était pas du tout leur objet, ou en tout cas, on trouve pas de traces qui attestent du fait que c'était utilisé pour la divination. Donc c'est le cas, par exemple, pour le tarot. Et pour les runes, voilà, il y a des doutes. Les runes, l'étude des runes au niveau historique, c'est compliqué parce que il y a très peu de textes. Et les textes que l'on retrouve, ce sont des textes qui ont été écrits par, essentiellement, en tout cas les grands textes, ce sont des textes qui ont été écrits par des personnes qui étaient des chrétiens. Ce sont les chrétiens, enfin, dont un particulier, qui ont écrit, qui ont mis à l'écrit la tradition orale, puisque une grosse partie des connaissances et de la tradition liée aux runes est une tradition orale, et donc on a très peu d'écrits. Donc c'est pour ça aussi que on va retrouver pas mal de choses différentes, tout comme la mythologie, puisque les runes sont très liées à la mythologie nordique. C'est une mythologie qui est très ancienne, c'est une mythologie qui a bougé, qui a évolué, qui était un petit peu différente aussi en fonction des endroits. Donc on va retrouver aussi des choses différentes. Comme je me suis retrouvée en fait quand j'ai commencé à creuser dans ce monde, comme quand j'ai travaillé avec l'Égypte ancienne, avec beaucoup de choses différentes, pas forcément tout le temps des choses cohérentes, ça s'explique par des raisons historiques, par le temps qui passe, par les différentes endroits où cette mythologie a été, comment dire, appréhendée. Donc il y a des différences et dans le temps et dans les lieux. Voilà, donc ça c'est au niveau historique. Après, c'est pas parce que au niveau historique quelque chose n'a pas eu une certaine utilisation qu'on peut pas le faire aujourd'hui, sachant aussi l'histoire ça veut rien dire, c'est-à-dire que au départ peut-être que le tarot n'était pas utilisé pour faire de la divination, en tout cas les probabilités sont très faibles. Par contre après 18e, 19e siècle on commence à avoir une utilisation des cartes en les utilisant, oui, comme des outils de divination. Alors là, c'est pareil. Par contre, ce qu'on a et dans les cartes et ce qu'on peut avoir aussi dans les runes, c'est elles sont chargées au niveau mystique, au niveau de la compréhension du monde, au niveau du lien avec le divin. Donc ça, on l'a et dans le tarot et dans les runes, et c'est ce que je trouve vraiment passionnant en fait dans l'étude, notamment des runes. Alors la différence entre les runes, je vais vous en montrer, entre les runes et le tarot, c'est que le tarot repose sur des images, alors que au niveau des runes, on va avoir quelque chose d'encore plus... on a un symbole en fait. Et donc, pour moi, il y a quelque chose de super ancré dans le... Il y a une puissance du symbole qui est très forte et qui n'est pas liée à l'image. C'est pour ça que je trouve qu'il y a quelque chose d'encore plus vaste, encore presque plus mystique, parce que on a une ouverture qui est encore plus grande on n'a pas l'image. En fait, plus on précise, plus on va mettre de choses, plus on va mettre d'images, plus on va fermer la signification, et plus on travaille sur un concept, et plus on va pouvoir ouvrir, et on va pouvoir travailler en profondeur avec les significations.
Donc, au niveau de ma démarche, vous inquiétez pas, je vais vous montrer après plein de choses. Donc moi je l'ai fait un peu comme le tarot, c'est-à-dire au début, je commence comme tout le monde, je commence avec des petites choses toutes simples, je commence à faire ce que je vois dans des livres un peu de vulgarisation ultra simple. Et puis, en faisant d'ailleurs de la divination, puis petit à petit, je m'aperçois de la puissance. Et en fait, quand on s'aperçoit de la puissance d'un outil, très souvent, en tout cas pour moi, je prends du recul et je fais de moins en moins de divination et de plus en plus de travail de connexion un peu magique. Et c'est ce qui se passe pour le tarot. Et c'est ce qui se passe aussi, ce qui s'est passé de façon encore presque plus forte avec les runes. Comme les runes datent d'une époque plus ancienne que le tarot, on est beaucoup sur, je trouve, des énergies, de vieilles énergies, des énergies ancestrales, d'un temps où les hommes vivaient dans la nature, avec la nature, en, on va dire en symbiose, en se lovant dans la nature, c'est-à-dire en utilisant les cycles et en respectant la nature parce qu'elle était et merveilleuse pour ce qu'elle donnait et dangereuse aussi. Donc on a je trouve cette énergie très particulière qui pour moi est une énergie d'ancêtre. Donc on est vraiment sur les racines. Alors moi, il est probable que j'ai des racines vikings, c'est possible en tout cas. Mais même si on n'a pas cet héritage, on va dire, de sang, on a cet héritage de l'homme qui a vécu pendant très très longtemps en observant la nature, en apprenant de la nature, en respectant la nature aussi, parce que si l'homme ne respectait pas la nature lui faisait payer assez cher. C'est-à-dire, voilà, il faut bien comprendre comment fonctionne la nature et on respecte ce contact étroit avec la nature, cette nature qui est très effrayante et en même temps qui protège, qui nourrit, etc. Et donc on a tout ça, je trouve, qui est très fort en fait dans les runes. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et plus je travaille avec les runes, plus je ressens ça. Et quand on va travailler avec les runes, on va travailler avec des énergies de base, des énergies... c'est un peu comme quand on fait de la magie élémentaire. Je trouve on a vraiment voilà, ce pouvoir-là qui est inscrit dans ces runes-là par la signification qu'il y a voilà, dans le symbole. Donc, au niveau des significations, donc il y a l'approche théorique, c'est-à-dire historique. Après, il y a l'approche des différentes personnes qui ont travaillé sur les runes. Et puis, moi, ce que je fais, c'est une appropriation, c'est-à-dire, je vais lire pas mal de choses et après, je vais... en fait, il y a quelque chose qui se passe au niveau des tripes et de la compréhension de la rune qui est vraiment hyper profond et qui se développe petit à petit. Et d'ailleurs, dans ce travail-là, c'est vrai que j'ai l'habitude d'apprendre vite, de comprendre vite. Et là, en fait, moi, j'apprends la lenteur avec les runes, tout particulièrement comment dire, la valeur du temps, la valeur de ce que voilà, le temps et l'énergie que je vais mettre dedans, je vais retrouver un bénéfice et j'apprends à prendre du temps et à oui, et c'est ça, prendre du temps pour, pour créer ce lien particulier. Alors, les runes, de façon traditionnelle, on les voit plutôt donc soit sous forme en bois, des rondelles de bois sur lesquelles les runes sont gravées. Donc on a, moi ça c'est un jeu que je me suis fait, au départ j'avais fait deux jeux, un beaucoup plus régulier, sur un bois, oui régulier, c'était même pas une branche, c'était un balai coupé en tranches. Et celui-là, ça
c'est une branche que j'ai trouvée et que j'ai fait découper et qui est très irrégulière, qui a été très difficile à couper. C'est du bois de... Zut. Ah, de derrière chez moi. C'est du buis, voilà. Donc c'est très dur à découper et en fait c'est ce jeu-là avec lequel je fais les tirages parce que c'est celui qui me parle le plus. Donc voilà, il y a ça. Célia m'avait fait un super joli petit jeu que j'aime bien, parce qu'il a bien cette énergie de, de Célia. Voilà, c'est comme des sortes de petits grains de café. Donc il fait plus... voilà, il a été fait avec... il a ce côté un peu poterie, ce côté fait avec la main que j'aime beaucoup. Et puis sinon, on peut, très souvent d'ailleurs, c'est ce qu'on a dans des coffrets. Par exemple, sur celui-là, on va avoir des pierres. Hop, comme dans ce coffret-là. Donc, là, ce sont des agates qui ont été gravées. Alors, en fait, ce type de jeu, j'arrive pas bien à l'utiliser. Je sais pas, j'ai pas de... J'ai pas de connexion en fait parce que pour moi c'est plus il y a cette chaleur, là les pierres sont froides, là il y a la chaleur du bois et puis c'est moi qui ai choisi le bois, c'est moi qui ai fait les gravures, donc il y a quelque chose de spécial dans ce jeu là. Alors ensuite on a plusieurs autres jeux de cartes avec des représentations de la signification, enfin une partie de la signification des runes. Alors, comment est-ce que je vais commencer? Peut-être que je vais vous montrer... Oui, je vais vous montrer un peu les ressources que j'ai. Voilà, on va tout mélanger. Donc, je vais vous montrer celui-là qui est vraiment un coffret d'ultra de base. Donc, vous avez les runes et puis vous avez un petit guide ultra simple. C'est vraiment pour, on va dire, pour approcher les runes. Et donc, il y a des significations. C'est très axé sur la divination. Par contre, comme il est ultra simple, c'est vrai que pour commencer, voilà, pour rentrer dans ce monde des runes, c'est pas mal. Par contre, plus tard, ça va être insuffisant. Souvent, on a envie d'avoir des choses un peu plus détaillées. Donc, au niveau des sens divinatoires, on a professionnel, sentimental et psychologique. Donc, voilà, avec cette idée de divination que moi, j'utilise pratiquement pas. En tout cas, pas de la divination pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, mais plus quand je vais tirer une rune, c'est vraiment l'énergie qui m'accompagne. Alors... c'est voilà, ou alors c'est une énergie qui accompagne un tirage. Quand je fais un tirage, soit pour moi, soit pour d'autres, je vais regarder la rune et je vais regarder le sens profond qu'elle a. Et donc, je me rends compte un peu c'est un peu comme s'il y avait un halo, soit autour de moi, soit autour de la personne, et que c'était ce halo-là qui était en activité à ce moment-là. Et puis aussi, ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, je vais utiliser les runes énormément comme instrument de pouvoir, comme objet de pouvoir, donc soit en faisant des runes liées et en les gardant sur moi, soit même pas forcément des runes liées. Voilà. Donc ça c'est le premier, donc c'est voilà le coffret des runes. C'est pas du tout mon préféré. Mais bon, voilà, il va répondre en fait aux besoins de certaines personnes d'avoir vraiment quelque chose de très très divination et ultra simple et avec les pierres, donc il y a tout compris dedans. Moi, c'est pas trop les choses que je vais rechercher, mais néanmoins, je l'ai gardé pour le montrer pour les gens qui auraient envie de faire ça. Ensuite, au niveau des coffrets, il y a ce coffret-là qu'avait dessiné Jimmy Manton et donc qui a été créé par Stécie de Marco.
Alors c'est un coffret, c'est une traduction, hein, c'était fait en anglais. Donc on a les runes et puis on a d'autres choses. On a un peu de la mythologie nordique dedans, dans les cartes. Au niveau des runes, on va avoir un petit texte avec un conseil. Et puis à la fin, on a signification donc de la carte endroit et de la carte inversée. On a un lien à un élément. Et puis voilà. Alors c'est pareil, c'est pas un de mes jeux préférés. Je vous montrerai après. D'ailleurs, si vous avez déjà vu ma chaîne, vous savez quel est le jeu que je préfère. Enfin, il y en a deux que j'aime bien. Mais on a ce côté, voilà, de représentation, voilà, de représentation donc là des runes. Donc ça peut aider aussi à l'apprendre, pas forcément sur celle-ci, mais voilà, comme on a un dessin dessus, il y a voilà, il y a la possibilité de retenir un peu mieux la signification de la rune ou de travailler avec la rune. Par exemple, moi quand je travaille sur les runes, je vais sortir une rune bois et puis je vais sortir les cartes des différents jeux que j'ai pour m'aider à ressentir justement cette énergie de rune. Et après, je vais garder les choses que je ressens, puis tout ce qui est dit dans un jeu ou dans un livre et que moi je ressens pas, je vais le laisser de côté. Donc c'est ça en fait le travail d'appropriation qui je trouve est super intéressant. Donc voilà, un peu, je vais vous en montrer quelques-unes. Et puis, alors attendez, après, à la fin des runes, ah non, on a la rune vide, que moi, je l'ai laissée, mais je ne l'utilise pas, en fait. Je travaille pas avec une rune vide. Voilà, puis après, on va avoir des éléments de la mythologie nordique, avec des dieux, des déesses, voilà, voilà, des éléments de mythologie. Donc celui-là, il est pas mal pour rentrer un petit peu dans cette mythologie ou dans cette histoire. On a les 9 mondes, mais bon, après dans le livre, par exemple, si on connaît pas du tout la mythologie nordique, qu'est-ce qui est noté? Les 9 mondes. 37. Le destin de l'un influe sur celui de tous. Unissez-vous pour soutenir une cause. L'obscurité et la lumière, le bien et le mal, les débuts et les fins, la naissance et la mort sont tous liés. Nous ne sommes jamais seuls. Donc là, on a un texte. Bon, si on ne connaît pas du tout la mythologie, c'est un peu... il y a quand même, il y a 2-3 choses, voilà. Alors, c'est pareil, ce que je voulais vous dire, sur Yggdrasil, on va avoir une répartition un petit peu différente en fonction des textes aussi que l'on va retrouver. Donc, ne soyez pas étonnés si vous voyez des représentations, je vous montrerai après dans mon carnet. Il y a des représentations différentes et les mondes ne sont pas tout à fait aux mêmes endroits en fonction des représentations. Hop. Voilà, si, il y a quand même 2-3 petits éléments, ça c'est... D'accord, il y en a un sur les mondes et sur Yggdrasil. Celui-là, c'est vrai que je l'utilise pas énormément comme jeu, mais je l'ai quand même gardé parce que j'aime bien Jimmy Menton. Voilà. Donc oui, il y a Yggdrasil et les 9 mondes, enfin... Voilà, donc avec, on voit d'ailleurs Yggdrasil ici, et puis les différents mondes. C'est un jeu qui est super joli, hein, il fait vraiment des belles choses, Jimmy Menton. C'est pas mon jeu préféré de lui, mais je le trouve vraiment aussi super joli. Et vous voyez, je ne l'ai pas découpé. Mais je pense que il peut aussi... il pourrait aussi gagner à être découpé. Bon, bref. Donc voilà pour l'oracle viking.
Donc on a bien les runes et on a des éléments de mythologie. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer celui-ci, qui est un jeu que j'aime beaucoup, de Lunaria Gold. Donc c'est un jeu autopublié. Donc moi j'ai la première version qui était dans une toute petite pochette avec le livre. Maintenant, elle en a fait une version un peu plus luxueuse avec des bords dorés et peut-être qu'il y a le livre dedans, enfin une jolie boîte. C'est un jeu où elle a fait un travail personnel sur les runes et elle a associé aux runes un végétal et des pierres. Et pour chaque rune, on a, donc c'est en anglais, on va avoir, donc par exemple, on va regarder sur la première. Donc on va avoir donc le nom de la rune, des mots-clés en inversé, et puis donc le maïs et le grenat qui sont associés à Féou. Voilà. Plus donc une sorte d'explication. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi le maïs et le grenat? Voilà, puis on a ça pour chacune. C'est sympa parce que on peut aussi faire des photocopies de ça et faire et les colorier pour faire aussi en même temps un travail de centrage. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas encore fait, mais j'y pense maintenant. Je me dis, tiens, ça peut être sympa de faire une photocopie et de colorier en même temps que on va penser à la rune. Donc voilà, on a mots-clés en droit, mots-clés en vert et une explication de pourquoi est-ce qu'elle a lié, par exemple, Bercano à l'orchidée et à l'émeraude. Voilà, ça c'est vraiment un chouette. Elle a fait un super travail. J'aime beaucoup aussi. Elle en a fait un autre avec lequel je suis en train de travailler en ce moment sur l'OWAM avec des poèmes en fait au dos. Des anciens poèmes que j'adore. Je trouve qu'il a vraiment quelque chose. Et en ce moment, si vous regardez là, pendant que la vidéo est récente, elle est en train de faire un Kickstarter pour son tarot qui est exactement sur le même, avec le même style. Donc voilà. Alors ensuite, vous le connaissez super bien, mais je vous le remontre pendant pas trop longtemps, mais quand même. Il y a l'oracle des runes. Alors celui-là, il est vraiment chouette. D'abord parce que j'adore son énergie. Il a vraiment cette énergie de bois, de terre, un peu ancienne, des ancêtres. De par les illustrations. Et puis franchement, le bouquin, il est vraiment super. Lyra a fait un super boulot d'écriture. Il est génial, il y a plein de choses dedans. C'est vraiment un super bouquin. Donc on a l'explication de la rune. Avec voilà la toile de fond, l'explication pourquoi est-ce qu'il y a cette illustration, le message divinatoire, voilà. Et puis droit, bon bah celle-ci c'est un mauvais exemple, droit et inversé, puisqu'elle travaille aussi avec les runes inversées. Moi je ne travaille pas avec les runes inversées, mais elle le fait. Donc voilà, ça c'est vraiment une ressource en français qui pour moi est précieuse. Donc voilà. Alors ensuite, il y a plusieurs en fait, il y a plusieurs bouquins et puis je vous montrerai aussi le jeu que je me suis fait avec un des livres qui pour moi sont super intéressants. Alors il y a celui-là qui est un des livres avec lequel j'ai le plus travaillé parce que c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps, qui est, je trouve, vraiment très bien fait. Où on a des éléments d'histoire, où on a un lien avec la mythologie, avec des choses que l'on a pu retrouver. Vous voyez ici, on voit Frey, le dieu, un des dieux scandinaves.
et j'aime beaucoup la façon dont il est présenté. J'aime beaucoup la première partie, notamment. Et puis ensuite, donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Il y a des illustrations. Il y a plein de choses sur le contexte des runes. Et puis, à chaque fois, on va avoir des significations. Donc, on va dire une signification générale, une signification au niveau affectif, santé, matériel, professionnel, et puis spirituel, psychologique, et puis une petite synthèse. Alors, moi, j'ai beaucoup plus travaillé sur les significations spirituelles. Alors, il y en a qui m'ont transporté, il y en a d'autres qui m'ont pas forcément parlé, donc c'est pareil. J'ai laissé j'ai laissé les choses vibrer pour voir ce qui était, ce qui avait du sens pour moi ici et aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est comme pour le tarot, cette connaissance des runes, ce travail avec les runes, c'est quelque chose qui se fait sur le temps et qui s'arrête jamais. Il y a toujours une relation, c'est comme dans une relation avec une personne, c'est toujours en train de se transformer, mais c'est un petit peu la même chose. Donc il y a des choses que je redécouvre dans ce livre qui me plaisent et que j'avais pas vues au départ, puis des choses qui m'ont plu au départ et que j'utilise plus. Donc voilà, il y a vraiment, je trouve, un super boulot. C'est un vieux livre qui date de 93 et franchement, voilà, je l'aime beaucoup. Comme autre livre, mais que j'ai juste sous format sur mon ordinateur, enfin sur ma tablette, il y a l'Eda poétique, la traduction de Régis Boyer qui est assez ancienne. Elle mériterait que Régis Boyer la révise. D'ailleurs, il avait dit qu'il y avait certaines choses qu'il écrirait en fait aujourd'hui, pas de la même façon. Mais bon, c'est un tel boulot qu'il l'a pas refait. Mais c'est quand même intéressant d'avoir les textes de base, notamment la partie qui concerne les runes. Mais bon, c'est un truc un petit peu indigeste, un petit peu gros. Enfin, c'est bien de l'avoir, mais je ne conseille pas forcément de commencer avec l'Eda poétique, mais plutôt de commencer avec des livres de type ce bouquin. Après, un livre que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, que j'aime beaucoup, qui a été écrit par Julie Conton. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle a lié elle a utilisé les runes en tant que système symbolique. Et elle est allée faire un lien, elle a fait un lien avec d'autres systèmes symboliques, donc par exemple le tarot, et puis elle a lié aussi avec d'autres mythologies. Elle a cherché un petit peu ce qui était universel dans les runes et dans tous les systèmes, on va dire, ésotériques. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver pas mal de choses, donc l'Ogham, le tarot, elle est liée aussi à des pierres, etc. Voilà, puis d'autres mythologies, hein, la mythologie égyptienne, grecque, romaine, l'astrologie. Voilà, elle a fait ce travail en fait de lien qui, je trouve, est très intéressant et permet de... En fait, c'est un travail qu'on fait tous quelque part. Quand on apprend un nouveau système, moi, ce que j'ai fait au tout début, j'ai cherché des références par rapport à ce que je connaissais. J'ai pris une rune, je me suis dit, ah oui, tiens, ça me fait penser à telle chose, ou à telle chose, ou à telle propriété de pierre, ou telle carte de tarot. Et elle l'a fait, et elle a fait un truc vraiment, vraiment chouette. Pour moi, c'est aussi intéressant parce que, au départ, elle a mis les différentes appellations, donc en fonction des textes en fait qu'on a retrouvés sur les runes. Ça va être des textes en germanique, en anglo-saxon ou en vieil anglais, ou en gothique ou en vieux norrois. Donc les appellations sont pas tout à fait les mêmes, donc on a toutes les appellations. On a la prononciation et on a des variantes graphiques, puisque même chose, on a une façon d'écrire les runes qui diffère. D'ailleurs, on a vu, c'est dans l'autre bouquin, je crois qu'on voit les différentes, non, dans celui-là aussi, on l'a. Les différentes façons d'écrire qui n'étaient pas toujours les mêmes. Là, ça, c'est la roue runique de la journée. Voilà, il y a différentes écritures, il y a des runes rétrogrades. Voilà, ici aussi on a une autre façon de les écrire avec des petites branches. Donc
c'est un peu, pour moi, je m'en sers un petit peu aussi de dictionnaire. J'aime bien m'y référer quand je travaille avec les runes. C'est toujours, voilà, pour moi, c'est un peu comme un petit dico. Mais j'ai pris aussi pas mal de plaisir à le lire et à voir si moi j'étais OK ou non avec les liens qu'elle a fait. Même chose, c'est une proposition, c'est sa vision à elle, c'est son ressenti à elle. Libre à chacun de faire d'autres associations ou de pas être en accord avec ce qu'elle a pu noter. Ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est une discussion en fait. C'est un partage d'un travail personnel et je le trouve hyper riche. Et puis on a des extraits un peu d'Eda poétique, on a deux, trois photos en noir et blanc aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. On a voilà, les poèmes runiques, voilà, avec des descriptions des runes. Donc il y en a plusieurs. Avec, voilà, vous voyez ici plusieurs auteurs. Voilà, on a ici un auteur 800, ça doit être 878, ça doit être l'année. Ici, on a 1731, un manuscrit aussi, qui a été, donc celui-là écrit sûrement en anglo-saxon. Ici, c'est une chanson norvégienne à propos des runes, qui remonte au XIIe siècle. Donc vous voyez, elle a mis en fait pas mal de choses aussi historiques. Et puis à la fin, elle a mis ses associations, les types d'affinités entre les runes. Ça permet aussi de faire des runes liées, si on veut travailler sur un point particulier. Ça donne des idées, voilà. Et on a aussi des thèmes qu'on va retrouver dans plusieurs runes. Donc si on veut travailler sur un thème, par exemple le féminin, on va aller voir son travail sur ces 4 runes-là, et puis voir celles qui nous correspondent plus. Donc voilà. Et puis, j'ai gardé pour la fin 2 livres qui sont pour moi des grandes sources d'inspiration, qui sont ni des textes historiques, ni comment dire, des approches divinatoires, ou etc., mais plutôt des textes dans une sorte de lignée de poésie. Et je trouve que c'est très juste pour les runes, parce qu'il y a pas mal de... L'Eda poétique, c'est une base poétique, et ce sont des livres que j'utilise de plus en plus. Alors celui-là, ça fait longtemps que je l'ai. Celui-ci, j'ai pu le trouver très récemment. Ce sont des livres d'inspiration poétique. Et je trouve que c'est ceux qui, pour moi, après avoir fait tout ce travail d'histoire et avec les autres bouquins, qui m'apportent le plus dans ma compréhension charnelle, on va dire, des runes. Et donc voilà, alors je vais vous les présenter. Donc le premier, c'est un livre de Brian Froud qui a été traduit. Ça s'appelle Les runes du pays des elfes. Et on a un lien donc entre les runes et les elfes, les fées. Il a classé les runes dans un sens différent. À chaque fois, on a un charme. Et moi, je vais... la première fois que j'ai reçu le livre, j'ai lu le livre, j'ai trouvé beau, il y avait des histoires, il y avait des charmes, mais souvent, j'avais du mal à me connecter, à faire le lien entre, en tout cas pour certaines runes, bon, pas celle-ci, mais pour quelques runes, entre la signification de la rune que j'avais vue ailleurs et la façon dont lui, il l'avait traitée. Et après, c'est quelque chose qui m'est venu petit à petit, et j'ai vraiment ressenti la pertinence, en fait, de l'approche, en fait, de l'approche de la rune.
Alors vous verrez, je vais vous montrer après dans mon petit sorte de petit grimoire. Moi j'utilise les charmes pour travailler avec les runes. Donc si je veux travailler avec cette rune, parce que par exemple j'ai tiré cette rune et je veux qu'elle m'apprenne quelque chose, je veux qu'elle m'apporte quelque chose, je veux qu'elle s'imprègne en moi, qu'elle m'aide pour par exemple ce commencement. Je vais sortir la rune, je vais dire le charme. Et je vais laisser les choses opérer. Donc il y a quelque chose un petit peu de l'ordre du rituel et de la magie. Donc les charmes, donc ils ont été écrits en anglais, ils ont été traduits en français. Je trouve que la traduction est pas mal, parce que c'est difficile de traduire ce type de texte. Mais donc j'avais un petit peu peur, mais en fait je trouve que c'est pas si mal écrit. Donc je les utilise tels quels. Donc par exemple celui-ci pour Bercano, on a donc vous voyez qu'il n'a pas mis d'ailleurs les noms. Pour lui c'est la rune de commencement. Il n'y a pas le nom de la rune qui est son nom c'est commencement. Donc c'est ma chanson, la chanson du chaton bouton et feuilles avant leur éclosion. Et le soleil là, se levant parmi les branches et les rameaux pour réchauffer le bois et trouver la sève enfouie sous l'écorce. Et c'est magnifique. Et hyper inspirant et c'est très en lien avec la nature. Et du coup, je trouve que c'est qu'on a on a des leçons de vie, des compréhensions, des leçons de sagesse à l'intérieur qui sont très intéressantes. Donc il y a un charme, il y a une petite histoire et très intéressant aussi, on a le cadeau. Donc souvent je relis pas l'histoire, mais par contre je vais donc lire je vais faire mon petit travail avec le charme, mais avant je vais regarder cette idée de cadeau et quel est le cadeau de cette rune du boulot. Et on a des choses qui sont de l'ordre de la sagesse. Voilà. C'est un livre qui est magnifique. Brian Froud, d'ailleurs, c'est lui qui a créé en fait les personnages de Dark Crystal. Là, en ce moment, ils sont en train de sortir une série que j'ai pas encore vue mais que je vais regarder. C'est lui qui a fait The Heart of Fairies Oracle, Fairies Oracle aussi, donc qui n'a pas été traduit en français. Il a fait plusieurs livres aussi qui ont été, je ne sais pas s'ils ont été traduits. Je sais, qu'est-ce qui est noté ici? Je ne sais plus. Et voilà, c'est... En tout cas, c'est et au niveau visuel et au niveau de mon univers à moi, puisque les elfes, hein, on est dans le monde aussi des fées. Et je vois vraiment ce lien-là qui est très juste, pour moi. D'ailleurs, j'avais pris en photo les images du livre et je m'étais fait donc une sorte d'oracle pour travailler avec. Alors il y en a certaines pour lesquelles je crois que j'ai changé le nom, l'année, la destinée, l'éloquence. Je sais pas si celle-ci elle s'appelle le hasard. Et du coup, ah non, si, elle s'appelle le hasard, le régisseur, la préservation, l'épine, la créativité. Non, j'ai pas dû changer. Pourtant, il me semblait qu'il y en a une. J'avais changé le nom. Bref, donc maintenant, je trouve vraiment... j'ai envie de travailler aussi avec... ce nom de rune, la rune du hasard, la rune de la protection, etc. Parce que j'aime beaucoup. Même si sur certaines, il n'y a qu'une partie de ce que moi je vois dans la rune et ce que je ressens dans la rune. Donc c'est ce que je vous disais au départ, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un visuel, on va fermer et on va montrer un aspect de ce qui est contenu dans le symbole.
Donc ça aide à apprendre cet aspect-là, mais du coup ça ferme un petit peu. Donc voilà. Donc ça c'est celui sur les elfes, et puis il y a un livre qui est un livre que je trouve aussi incroyable, de Marie Desbois, qui est en fait c'est un texte qui est vraiment... elle parle avec ses tripes aussi. C'est pour ça que ça me plaît. Elle parle de comment est-ce qu'elle ressent la rune, de quoi la rune lui parle. Je vais vous faire par exemple, on va regarder... qu'est-ce que je pourrais... je trouvais Féo parmi les hardes au gagnage, avant le matin, dans la rosée des clairières, où les fans tachetaient têtent le lait de leur mère. Ou rousse, je l'ai vue sur les cornes des taureaux puissants, et j'ai cueilli Thorne avec la branche d'aubépine fleurie tout près de la vieille forge, où le boiteux martelait, environné d'étincelles, dans le soir nimbant de son savoir. Donc vous voyez qu'il y a, pour moi, il y a toute une poésie. Alors après, elle est spéciale, de temps en temps, elle fait des commentaires, mais j'aime bien aussi, c'est pas faux. Je sais pas, à un moment, elle dit pas comme dans cette merde de New Age. J'aime bien son caractère entier, en fait. Et c'est ce qui fait aussi la richesse, c'est-à-dire, elle sait... Ah oui, rien à voir avec cette basse merde de New Age. Donc, c'est son... elle nous livre de façon très généreuse sa démarche, sa vision, mais pas du tout de façon comme un professeur, mais plutôt d'une façon imagée et d'une façon pleine de poésie et d'amour pour le monde naturel, pour la forêt, etc. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très chouette et qui a énormément de valeur. Mais quand même, voilà, elle a mis tout un... C'est sympa, à la fin, on a un lexique, on a des poèmes, et puis, qu'est-ce qu'elle a... Oui, là, on a aussi... Ça, c'est sympa. C'est vrai que j'avais pas fait tellement attention, mais elle a aussi mis ses correspondances, donc bon, avec les différents noms, les puissances qui sont liées aux runes, et puis couleurs, arbres, plantes, pierres, métal, animal. Donc ça, ce sont ses associations à elle. Le nom des runes. Et puis, elle a mis une... il me semble qu'il y a une bibliographie. Est-ce qu'elle a mis une bibliographie Ah voilà, ouvrage conseillé. Donc elle a aussi utilisé le Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit, etc. dans son approche des runes, sachant que Tolkien s'est énormément inspiré de la mythologie nordique. Donc ça a tout à fait un sens. D'ailleurs, je vois qu'elle cite l'ABC des runes de Ronecker. Est-ce que c'est celui-là que je vous ai montré ? Ou est-ce qu'il en a fait plusieurs ? Donc voilà, donc ça c'est un des livres aussi qu'il a inspiré pour dans son travail. Donc il date de 2000, je crois, 2001, voilà. Donc voilà, c'est un livre que je trouve aussi une source d'inspiration qui n'est pas académique et donc qui apporte cet accès aux runes par la poésie et donc par quelque chose d'autre que le mental. Et ça me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors après, moi, ce que j'ai fait, c'est une sorte de petit grimoire.
un grimoire, voilà, sur les runes. Alors j'ai utilisé, c'est un papier qui est très... qui boit énormément, donc je suis obligée de faire à la peinture les écritures. Je peux pas le faire à l'encre, sinon c'est tout moche. Voilà, j'ai mis l'illustration de Leda poétique. Voilà, là on a Yggdrasil avec les différents mondes, sachant qu'ils ne sont pas toujours placés aux mêmes endroits. J'ai fait une copie des associations et de la traduction de Régis Boyer pardon, sur les runes. Après, j'ai une partie sur les runes liées, parce qu'en fait, j'avais commencé aussi à approcher les runes en les liant, en faisant des talismans. Donc, j'ai pas d'abord appris les runes et après je les ai liées. J'ai commencé à chercher à faire des talismans de protection. Et donc, c'est comme ça que je suis allée voir les différentes runes. Alors, c'est pas sûr que je le garde. Je collerai peut-être des choses dessus après. Voilà, donc c'est certaines choses que j'avais trouvées ailleurs. Vous voyez, il y a aussi des définitions. Voilà, ça c'est un peu vieux. Si j'avais dû le refaire aujourd'hui, je n'aurais pas refait comme ça. Mais bon, voilà, c'est ce que j'ai fait. Si je regrette, mais bon, pour l'instant, je le laisse parce que c'est aussi l'histoire de comment est-ce que j'ai approché les runes. Et ensuite, vous voyez qu'il y a plusieurs carnets dans le carnet. J'ai pris voilà, un carnet par famille de runes. On a 3 familles de 8. Et donc, je me suis fait quelque chose un peu plus joli que ce que j'avais fait avant. À partir du travail un peu plus en profondeur. D'ailleurs, plus je fais du travail en profondeur, moins je note de choses. Mais néanmoins, voilà. Donc là, il y a la première famille qui est liée donc au monde matériel, avec comme cadre le foyer. Et j'ai mis à quoi correspondait cette famille-là. Donc ça, ce sont les runes. Et à chaque fois, j'ai décidé donc de garder le charme, de mettre une copie de l'illustration du livre de Froude, avec le nom de la rune, les différentes façons d'appeler les runes, les différentes façons de les dessiner. Bon, celle-là, j'aurais dû le faire un peu plus rond. Et puis, je mets plus... pour moi, ce qui est important dans mon petit... on va dire dans mon grimoire, ça fait un peu prétentieux, mais c'est quand même mon petit grimoire, c'est de mettre... c'est cette première phrase qui est la plus importante. C'est-à-dire, elle est consacrée au dieu Freyr, qui est le dieu phallique de la paix, du bonheur et de l'abondance. Et la traduction, c'est bien bétail, richesse. À partir de ça, en fait, j'ai toute la signification des runes. Donc j'ai mis des choses, hein. Après j'ai mis certaines significations, un peu comme des pense-bêtes. Mais pour moi, c'est ça qui est important. Et de ça, il y a ça qui découle. Donc si moi, à partir de ça, j'arrive pas à comprendre ces significations-là, je crois que ça, j'avais repris certains textes. Enfin, j'ai fait une compilation de plusieurs choses. Mais si ça, c'est pas en adéquation avec ça, c'est pas bon en fait. C'est que je l'ai pas encore incarné. Donc pourquoi l'abondance? Bon bah voilà, c'est le dieu de l'abondance. C'est lui. Il y a ce côté que ses frères qui est là pour apporter les périodes de paix, les périodes de récolte, d'abondance. Et c'est vraiment voilà la vie. C'est le dieu un peu de la vie qui est la plus facile. C'est les dons de la nature. Donc c'est pour ça qu'on a cette idée d'abondance, avec l'idée du bétail. Donc c'est la propriété mobilière, hein. Le bétail, c'est la propriété mobilière. C'est pas de l'immobilier. C'est pas des choses dont on va hériter. C'est plutôt des choses que l'on a comme le bétail. Donc on a l'idée le bétail, c'est la nourriture, c'est aussi le partage. Le partage, c'est très très important dans le monde scandinave.
il y a vraiment cette idée de je reçois et je donne. Et on a aussi ça, c'est-à-dire qu'on faisait des offrandes aux dieux frères, mais lui donnait et on lui donnait. Il y avait cette idée d'échange qui est vraiment au cœur quand même de la... Zut, je remets les mots en ordre. Oui, qui est au cœur de la pensée des peuples du Nord. Donc voilà, la paix, parce qu'il est en période de paix, ça permet de croître aussi. C'est lui qui permet voilà, la végétation, la fertilité, les moissons, la terre nourricière. Et à partir de ça aussi, voilà, on a un dieu phallique. D'ailleurs, vous avez vu la représentation tout à l'heure avec le sexe en érection. Donc, on a cette idée de création, de procréation, d'érection, de virilité, de sexualité. Et puis, par extension, la création artistique, qui pour moi est aussi liée... pour moi, la terre, c'est... les fleurs, la beauté du monde, c'est une création artistique. Donc c'est voilà, c'est dans ce sens-là qu'on a cette idée de création artistique. Et puis en fonction des runes, je ne vais pas noter les mêmes choses parce qu'on n'a pas forcément les mêmes informations. Je ne vais pas avoir la même inspiration. Là, j'ai noté, alors donc du coup avec un pinceau à la peinture, c'est pas terrible, mais bon, j'ai trouvé très intéressant dans le livre de Brian Froud cette idée de tracer cette rune dans la boue ou dans des feuilles mortes quand on oublie la différence entre ce que nous possédons et ce qui nous possède. Donc vous voyez qu'il y a une grande profondeur dans la signification de cette rune. C'est pas juste je tire la rune, oh bah tiens je vais bien réussir, je vais recevoir de l'argent. Ça va beaucoup plus loin. C'est mon rapport à l'argent, à ce que j'ai, ce que je possède et dans quelle mesure est-ce que ça me possède. Et quand je suis trop là-dedans, et on est beaucoup dedans, hein, on a peur de manquer, c'est quelque chose qui est assez un peu constitutionnel dans l'être humain. Donc voilà, pour revenir à quelque chose de juste, on peut faire un petit rituel de tracer cette rune dans la boue ou les feuilles mortes, voilà, pour se rappeler de qu'est-ce qu'on possède vraiment et qu'est-ce qui nous possède. Donc vous voyez que les runes aussi se sont écrites de façon différente. Donc j'ai aussi noté les différentes écritures. Voilà, c'est la rune du domaine. Je crois que c'est celle-ci qui me plaisait pas trop, mais il me semble que j'ai dû quand même mettre domaine. Donc on a le charme aussi. Alors c'est une rune, pour moi c'est la rune la plus profonde. Pas la plus profonde, mais la plus, enfin, comment dire, la plus vaste et qui couvre énormément de choses parce que, en fait, elle porte l'énergie primordiale et dedans, il y a beaucoup de choses. Donc, on va avoir le charme qui se trouve dans le signe à la craie et l'absence de nom, qui se souvient du chemin et tient la porte de l'une ou l'autre main, qui possède la chanson qui est seuil portail, monde intérieur, lumière de la terre, et le mot de bienvenue. Voilà, donc c'est une question. Donc vous voyez là le lien quand même au niveau de la carte, hein, on voit parce que Uruz ça veut dire, on va dire l'auroch qui était le buffle, la bête sauvage qu'il y avait à l'époque, qui était voilà, qui était l'équivalent du bison une sorte de bison. Alors là, vous voyez ici, j'ai pas remis quelque chose de Brian Froud. J'ai mis un poème runique qui est pour moi la signification, on va dire, mère de la rune. Donc, c'est un poème runique donc, qui était lié à cette rune-là. L'auroch est courageux et amplement encorné. C'est une bête très sauvage. Elle combat avec ses cornes, grand coureur des landes et marécages. C'est un animal fougueux. Donc vous voyez qu'ici on a vraiment cette idée de force primitive. Mais néanmoins, j'y ai rajouté des choses que j'ai vues dans d'autres livres et qui m'ont parlé. Que j'ai vu dans d'autres livres, que j'ai vu dans des livres, et qui m'ont parlé et qui... En fait, elle me parle de beaucoup de choses, cette rune-là. Je l'ai beaucoup ouverte, un peu comme a fait Julie Conton, c'est-à-dire j'y vois même au-dessus
la déesse égyptienne du ciel. Donc on a... j'ai fait énormément de liens. Je ne l'ai pas noté, mais par contre elle est ici. Et puis, bon, bah, dans les religions païennes, pas seulement celle-ci, les cornes, donc c'était la force vitale, mais l'illumination aussi, c'est-à-dire que les cornes, il y avait comme deux antennes qui permettaient la connexion au monde du haut. Et puis, c'est aussi le réceptacle, le féminin. Donc, on a aussi cette idée de fécondité. Donc, il y a aussi le lien avec la mythologie et puis la vache, voilà, la vache primordiale qui a léché la glace pour donner forme à la terre, et puis son lait a nourri le premier géant, etc. Plus, voilà, la source primordiale, une des sources primordiales, qui a été divisée en deux, et donc on a eu une partie donc, qui est liée à la connaissance, une autre à la sagesse, donc il y a un lien aussi avec Odin et avec les Nornes, voilà, qui sont autour de la source. Donc en fait, tout ce lien-là avec cette mythologie et ces histoires, je vais les retrouver dans la signification. Mais c'est vrai que pour moi, la signification première, qui n'est pas forcément la signification première pour tout le monde, c'est vraiment cette idée de force primitive, qui est d'ailleurs ni masculine ni féminine. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de neutre. C'est la puissance, c'est la force de vie, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet à tout ce qui existe de vivre, d'avancer, de survivre, etc. Et après, on a donc ce lien à la vache, qui est aussi un lien, donc je fais moi des liens, comme je l'ai dit, hein, je suis très marquée par la mythologie égyptienne, donc je vais faire ce lien avec, même chose, on a la vache, on a une vache qui nourrit dans la mythologie égyptienne. La lune, donc c'est le lien aux cornes. Voilà, l'inconscient, les rêves, la réceptivité. J'ai beaucoup aimé aussi, ça je l'ai trouvé, je ne sais plus dans quel bouquin, peut-être dans celui de Julie Conton, cette idée de soin. Et la force primitive et ce côté mère, il y a aussi cette idée de soin, de guérison. C'est une rune qui peut être utilisée pour la guérison, pour redonner aussi cette force de vie. Voilà. Après, il y a le lien avec le temps que j'avais pas vu au départ. Donc le lien avec la Norne, notamment avec les Nornes, notamment avec celle du passé, qu'on a dans l'oracle des runes. Voilà, que j'ai noté, mais que j'incarne moins. Pour moi, il y a vraiment l'idée de la force primitive et puis l'idée de la voûte céleste. Avec la voie lactée, le tout, l'amour universel, la méditation, on le voit voilà, je le vois aussi dans ce symbole, on dirait presque, oui, un arc-en-ciel, donc ce lien avec le monde d'en bas, le monde d'en haut. C'est une rune pour laquelle j'ai eu du mal en fait à écrire, parce qu'elle est vaste. Voilà. Et puis là, j'ai commencé le travail avec Thorn. Voilà, Tourizaz, Tours. Donc ça, c'est différentes écritures. Le charme. L'histoire est magnifique en fait. Enfin, elle est magnifique et triste. Et la leçon en fait dans le livre est vraiment chouette. Par contre, je me connectais pas trop avec l'illustration. Mais beaucoup plus avec celle-ci que j'adore, qui est liée à l'aubépine. Pour moi, voilà, c'est vraiment très lié à l'aubépine. Et avec cette idée d'aubépine, avec cette double utilisation, elle protège et elle blesse en même temps. Et quand elle blesse, il peut y avoir aussi elle peut créer des blessures qui vont s'infecter. Donc là, c'est une autre, voilà, c'est une autre approche. Et vous voyez que ça fait des mois et des mois que je travaille sur les runes. Et comme je ne sais pas combien de pages je vais mettre pour chaque rune,
J'attends en fait de travailler avec cette rune-là pour avancer. Enfin, avec une rune pour avancer sur mon cahier. Ah, je crois que je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!